Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour. Vous êtes économiste, vous êtes l'auteur de nombreux livres. Le dernier, qui a beaucoup de succès, s'appelle La comédie inhumaine. Vous l'avez écrit avec Julia de Funès. Et ce livre traite du management, d'un certain nombre de dérives du management, en particulier cette espèce de mode de l'action de groupe, de la manière, bonheur au travail. Le bonheur au travail, l'incentive, etc. Parlons d'abord de ce qui fait l'actualité sur le monde économique, qui est cette espèce de déflagration qui s'est produite au Japon, à Tokyo. L'arrestation dans son avion de Carlos Ghosn, accusé d'avoir dissimulé à la bourse japonaise, non pas au fisc, à la bourse japonaise, un certain nombre de déclarations concernant ses revenus. Carlos Ghosn était très célèbre pour ses méthodes de management. On ne va pas parler de l'affaire elle-même, dont on ne connaît pas exactement la matérialité, mais de la réputation de ce patron, très connu pour ses méthodes de management. Comment est-ce que vous les qualifieriez? Eh ben, je pense que c'était des méthodes qui fonctionnaient bien. D'ailleurs, les résultats sont là. En fait, Carlos Ghosn axait son discours sur la vision, mais sur les projets. Et il avait une idée que je pense extrêmement forte, qui consiste à dire, au fond, on peut faire travailler des gens très différents, des gens qui viennent de cultures différentes, des individualités très différentes, à partir du moment où on a un projet précis. Parce que justement, ce qui va les unir, c'est le projet. Cette idée, elle peut paraître simple, mais en réalité, c'est banal dans une entreprise. Justement, non. Alors, l'idée peut sembler banale, mais assez peu d'entreprises arrivent à définir un projet qui est un projet précis. Lui l'avait, par exemple, sur la voiture électrique et sur la voiture autonome. Et c'est d'ailleurs, à mon avis, l'un des grands enjeux de l'avenir. Si on étend un peu notre réflexion aux questions industrielles, cette alliance, elle est donc Renault-Nissan, elle est absolument nécessaire pour aller très loin dans ce projet industriel qui est très coûteux et qui demande sans doute un management très particulier. Quelqu'un qui était réputé pour un management très particulier, au sens où, en effet, il était d'un exercice assez solitaire. En tout cas, il imposait un certain nombre de décisions et il avait, alors après on parlera de dérive, mais il avait un mode assez monarchique de direction. Est-ce que c'est ça le mode idéal de direction? En tout cas, ça peut se défendre. Avec Julia de Funès, on essaie de revaloriser la notion d'autorité. Alors l'autorité, ça n'est pas l'autoritarisme, c'est presque l'inverse. L'autorité, d'ailleurs la racine latine est intéressante, augere, augmenter, tirer les gens vers le haut. Et donc, nous, on pense que cette autorité qui doit être incarnée par un leader charismatique, c'est quelque chose qui est très positif et qui a manqué dans les entreprises. Je vais prendre un autre exemple que celui de Renault-Nissan. Air France, depuis sa création dans les années 30, Air France avait été dirigée par des technocrates. On a enfin l'impression qu'elle est dirigée par un dirigeant d'entreprise qui fait preuve de charisme. Par un spécialiste de l'aérien. Par un spécialiste, puis bon, qui est quelqu'un qui impose sa vision. Et déjà, alors il est très tôt pour se prononcer, mais on a un petit peu l'impression que les choses sont en train de bouger dans le bon sens. Bon, il y en avait peut-être eu quelques-uns quand même dans l'histoire, mais je suis les plus récents, un peu dur, bien évidemment. On revient sur Carlos Ghosn et cette façon de diriger de façon très centralisée, très pyramidale du pouvoir. Est-ce qu'on peut, dans ces cas-là, être à ce point le patron d'entités qui, même géographiquement, sont aussi éloignées? La France, la Russie, le Japon, bien sûr, la Corée. Il avait un nombre d'entreprises et de marques automobiles qu'il avait concentrées sous son pouvoir. Il était président de toutes ces marques. Est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible. Et c'est sans doute l'un des problèmes qui a été pointé du doigt par la direction générale de Nissan hier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre l'autorité et la centralisation. Carlos Ghosn, c'était l'autorité et la centralisation. Or, il faut avoir la capacité pour un dirigeant à dire « j'impose une vision », mais en revanche, il y a des entités de l'entreprise qui sont dirigées de façon décentralisée. Ça n'était pas le cas au sein de cette alliance. Pas le cas, et la manière dont il est, entre guillemets, exécuté par celui qui lui a succédé à la tête de Nissan montre que les relations internes ne devaient pas être toujours très, très fameuses. Oui, alors évidemment, moi non plus, je n'ai aucune information sur le fond de l'affaire, mais on ne peut pas s'empêcher de voir quand même qu'il y a, une certaine animosité d'une partie de la direction générale de Nissan en particulier vers Carlos Ghosn, et on lui reproche cette centralisation. Un mot encore sur Carlos Ghosn et sur ses méthodes de management. L'État français, actionnaire, et beaucoup d'actionnaires lui ont reproché de ne pas se désigner un dauphin. Il a fait monter un certain nombre de gens, les a plus ou moins écartés ou exécutés. Je pense à Carlos Tavares qui est parti de chez Renault après en avoir été numéro 2 parce qu'il voyait bien qu'il n'y avait pas de perspective. Et il est allé diriger et redresser PSA Peugeot Citroën.
Est-ce que c'est un travers des patrons, en général, pas seulement les grands patrons, de rechigner à se désigner un dauphin? Alors ça dépend, on voit vraiment de tout. Louis Schweitzer avait trouvé un dauphin, mais en tout cas il est clair que ça doit faire partie de la responsabilité du patron. C'est-à-dire que l'entreprise, elle a une durée de vie qui doit être une durée de vie illimitée, qui va très au-delà des personnes humaines. Dépasse celle du patron. Mais bien évidemment. Alors on a les défauts de ses qualités. C'est-à-dire que quand vous êtes Carlos Ghosn et a fortiori Elon Musk ou Mark Zuckerberg, vous avez une personnalité qui est tellement forte que vous avez peut-être du mal à imaginer l'entreprise sans vous. Mais ça doit faire partie de la responsabilité du patron et ça peut bien fonctionner même dans des cas qui sont des cas dramatiques. Je pense à Apple, par exemple. Finalement, on voit qu'Apple continue de fort. Alors, elle est peut-être un peu moins innovante que quand Steve Jobs dirigeait Apple, mais enfin, en tout cas, du point de vue financier, elle continue, elle n'a jamais aussi bien fonctionné qu'aujourd'hui. On parle de toute autre chose, des gilets jaunes. Oui. Les gilets jaunes qui ont bloqué la France ou une partie de la France samedi, qui continuent des actions sporadiques. Est-ce que vous pensez que la fermeté du gouvernement est la bonne réponse? Oui, de toute façon, le gouvernement n'a pas le choix, mais je crois qu'on se trompe. Il pourrait apporter quelques assouplissements ici ou là, par exemple. Non, mais c'est très difficile, parce qu'en réalité, ce qui pêche, ça n'est pas telle ou telle mesure ponctuelle. Les gilets jaunes ne manifestent pas contre la fiscalité écologique. C'est le déclencheur. C'est pas ça. Exactement, on confond le déclencheur et la cause. La cause, c'est qu'il y a des problèmes de pouvoir d'achat dans ce pays, notamment en raison d'une politique fiscale qui, pardon, j'aime bien le président et le gouvernement, mais qui n'est ni fait ni à faire et qui ne vaut pas beaucoup mieux que ce qui a été fait par le passé. C'est-à-dire qu'on a une politique qui est une politique grosso modo d'alourdissement des prélèvements obligatoires et en plus on n'y comprend rien, c'est absolument incompréhensible. Regardez ce qui se passe avec la taxe d'habitation au lieu de faire une vraie réforme de la fiscalité locale qui eût été fort justifiée. D'ailleurs, on fait du bricolage, ce qui renforce la paranoïa des Français. Bref, tout ça ne peut pas fonctionner. Alors derrière ça, on sait très bien ce qui manque et je sais qu'on est d'accord sur ce sujet, on en a déjà parlé. Tant qu'on n'arrivera pas à mettre en place une vraie politique de réforme de l'État afin de faire en sorte que la dépense publique soit plus efficace, on n'aura rien de satisfaisant du côté de la politique des prélèvements obligatoires. Et c'est un peu cette lâcheté politique au fond que le gouvernement est en train de payer aujourd'hui. Question aux macroéconomistes, un spécialiste de la macroéconomie, de la conjoncture. On a vu dans les chiffres de conjoncture que le deuxième trimestre en France avait été mauvais, 0,2% de croissance seulement, un rattrapage au troisième, mais le deuxième trimestre a été mauvais, en partie dû à la série de grèves de la SNCF. Oui. Est-ce que vous pensez que le mouvement d'aujourd'hui, qui en ce moment même, ce matin, tente à bloquer un certain nombre de distributions de grandes surfaces ou de centres de concentration logistique de marchandises, est-ce que ça peut peser déjà sur la croissance? Non, je crois que au fond, les blocages pour l'instant sont relativement limités. Alors déjà, les plus gros blocages ont eu lieu un samedi, donc le samedi est un moment d'activité économique le samedi. Puis on voit qu'il y a encore des blocages, mais honnêtement, pour qu'une grève ou pour que des mouvements sociaux aient un impact sur la croissance, ce que l'on voit, c'est qu'il faut vraiment que ce soit très, très puissant. Donc on n'en est pas là. En revanche, ce qui me frappe, c'est que une équation qui fonctionnait très bien au début du quinquennat, notamment chez les chefs d'entreprise, qui était Macron égale confiance, ça fonctionnait très bien, c'est complètement cassé. C'est complètement cassé parce qu'on ne comprend plus rien à la politique du gouvernement, et notamment sur cette question écologique. On fait une fiscalité écologique, dans le même temps, on supprime les aides fiscales pour les gens qui veulent mieux isoler leur maison. Vous comprenez, c'est absolument, ça n'a plus de sens, et ça peut peser sur l'économie. Irrémédiable? Ben, j'espère que non, mais enfin, on a vu lors des quinquennats précédents que c'était très difficile à rattraper. Très difficile à reconstruire. Merci Nicolas Bouzou. Merci à vous.